Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie ou crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous reviendrons évidemment sur cette réglementation toujours en discussion mais qui s'affine au niveau donc du Parlement européen. Il y a d'ailleurs eu un accord assez récent entre la présidence du Conseil, la présidence française du Conseil européen et le Parlement européen sur deux textes, MiCA et TFR. Qu'est-ce que ces deux textes, s'ils restent dans leur forme actuelle, même s'ils restent encore un petit peu à affiner, impliqueront pour les plateformes françaises et comment celles-ci se préparent-elles déjà face à cette nouvelle réglementation européenne? Autant de questions que nous poserons à Rids Ramilo-Harrison, directeur compliance de Just Mining. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'immobilier. L'immobilier, un sujet qu'on traite souvent dans Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous reviendrons un petit peu sur le contexte immobilier actuel, que ce soit la réglementation vis-à-vis des passoires thermiques, que ce soit la hausse des taux d'intérêt pour acheter qui bloque un peu avec le taux d'usure ou même j'ai envie de dire l'observatoire du marché immobilier dans son ensemble. On se posera la question s'il faut acheter maintenant, s'il faut encore laisser passer quelques mois, et s'il y a un bon moment ou un mauvais moment, et si ce bon moment est déjà derrière nous en immobilier. Nous en parlerons avec Arnaud Bayard, notaire associé au sein du groupe Michelet, mais aussi avec Arnaud Groussac, fondateur de Patrimoine Store. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie ou crypto-actifs de Smart Patrimoine. Deux textes importants pour la réglementation en matière de crypto-monnaie sont en passe d'être validés au sein de l'Union européenne. Alors je dis sont en passe d'être validés, rien n'est encore fait, mais ces deux textes, donc MiCA et TFR, qui ont alimenté beaucoup de discussions depuis plusieurs mois maintenant, qui ont abouti à un accord de principe entre le Parlement européen et la présidence française du Conseil de l'Union européenne. C'est intervenu avant la fin de la présidence française. Des textes qui restent encore à affiner, mais qui donnent une tendance globale ou une idée de ce à quoi pourrait ressembler la réglementation européenne en matière de crypto-monnaie ou crypto-actifs, et surtout en ce qui concerne les plateformes qui proposeraient des solutions d'investissement en crypto-monnaie ou crypto-actifs. Nous revenons sur ces textes et surtout sur la façon dont les plateformes peuvent déjà commencer à s'adapter. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Rids Ramilo-Harison. Bonjour Rids Ramilo-Harison. Bonjour Nicolas Pagnier. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur compliance de Just Mining. Alors Just Mining, on a déjà reçu Just Mining sur le plateau de Smart Patrimoine. On ne va pas revenir sur l'activité. Vous faites de la sécurisation de blockchain notamment. Vous proposez des rendements d'ailleurs pour cette solution-là et vous proposez également des stablecoins avec rendement. Là, ça va peut-être plus nous intéresser en lien avec la réglementation. Exactement. Puisque deux textes sont en phase d'être finalisés. Ce n'est pas encore tout à fait le cas. Il y a encore des étapes politiques, mais on voit se dessiner un début de forme finale quand même des deux textes, oui, que ce soit pour MiCA ou TFR. TFR, on va y revenir dans un second temps. Tout d'abord, MiCA dit pas mal de choses. MiCA crée notamment une sorte de statut de PSAN européen qui ressemble assez globalement au statut de PSAN français. Donc là-dessus, j'ai envie de dire, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les plateformes qui sont déjà aux normes. Mais il y a quand même des choses qui en revanche, peuvent poser un peu plus question. Je vais vous laisser m'expliquer la façon dont vous voyez ce texte, parce que moi, j'ai une lecture de journaliste du texte, vous avez une lecture de professionnel du secteur. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous lisez dans le texte qui implique de grands changements, par exemple, pour une plateforme française? La première chose, c'est tout d'abord, on a un texte d'harmonisation. Ouais. Donc ça veut dire que ça va être un standard européen. En plus, c'est un règlement, donc c'est d'application directe, contrairement à une directive qui parfois donne de la latitude à des États. Donc là, c'est très intéressant. Donc le marché commun, il y aura maintenant un marché commun de cryptoactifs d'ici 2-3 ans. D'accord. Donc ça, c'est le premier grand intérêt. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de positif. Ça veut dire que toutes les plateformes, qu'elles soient belges, françaises, allemandes, auront d'un coup d'un seul accès à l'intégralité du marché européen, puisqu'elles correspondront aux règles de ce marché. Oui, voilà. Après, il faut se passeporter, mais bon, ça, c'est comme dans la finance traditionnelle. Bien sûr. Et la deuxième chose, c'est pour les investisseurs, enfin clients investisseurs, ils auront une plus grande protection.
parce qu'aujourd'hui, ils doivent un peu se consacrer au droit commun. Enfin, et là, ils savent maintenant à quel texte se référer. Et nous également. Donc, ça donne une sécurité juridique pour tout le monde, une ouverture pour le marché et un accès à un marché plus large pour tout le monde également. Ça évite certains enregistrements, certains enregistrements qui se passeportent sans pouvoir être se passeporter, etc. D'accord, oui. Parce que selon les pays, peut-être que les diligences pour obtenir un passeport ou en tout cas agréé, enregistré, pardon, toujours faire très attention aux deux, la différence entre les deux n'était pas les mêmes et donc on pouvait aller se faire enregistrer dans un pays et ensuite proposer ses services d'investissement dans un autre pays en ayant moins d'exigences peut-être au niveau de l'enregistrement. C'est ça, c'est faire la reverse solicitation, etc. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ensuite, le MiCA fait un premier focus sur les stablecoins, bien sûr, donc qu'il réglemente d'ailleurs sous 2 régimes, l'ART et l'EMT. Pour le coup, on a eu une grande écoute un peu des co-législateurs, ça c'est un intérêt également. Maintenant, on sait avec qui parler et les interlocuteurs, parce que ils ont notamment infléchi leur position sur l'interdiction des intérêts sur les ART. D'accord. Et donc maintenant, le lending est exclu de l'interdiction des intérêts sur les ART. Le lending, c'est proposer un stablecoin avec rendement, c'est exactement, ça? Exactement, c'est le lending sur stablecoin, ça peut être sur d'autres, bien évidemment. Il y en a un lending entre autres sur stablecoin que nous proposons, dont nous avons été les premiers à proposer d'ailleurs. Et donc ça, au départ, ça devait être, ça devait être interdit, et finalement, ça l'est pas, c'est ça? Pas sûr et certain que ce soit interdit. Dans la formulation proposée par la Commission, c'était pas clair. Et justement, on leur a demandé de nous apporter une sécurité juridique, et du coup d'éclaircir ça, parce qu'en notre sens, on pouvait se battre pour que ça ne le soit pas, du coup devant la justice ou devant le régulateur. Mais là, pour le coup, on n'aura plus besoin de le faire parce que c'est écrit noir sur blanc. Parce que justement, sur le sujet des stablecoins, moi, ce que je lisais dans cette réglementation MiCA, c'est que il y a cette nécessité qui est mise en avant de backer, entre guillemets, tout ce qu'on propose. C'est-à-dire que si vous proposez un stablecoin A, par exemple, il vous faut $1 derrière. Voilà, la règle du 1 pour 1. Donc ça, c'est la base, entre guillemets. Est-ce que ça change quelque chose pour Just Mining ou de manière plus générale pour les stablecoins déjà proposés? De prime abord, non, pour nous, parce que nous ne sommes pas émetteurs. D'accord. C'est pour les émetteurs que cela va changer. Toutefois, comme nous sommes, nous nous sourçons auprès de ces émetteurs pour utiliser les stablecoins, on peut être impacté, parce que la question va se poser sur, qu'est-ce qui sera des stablecoins qui ne sont pas compliantes au niveau de MiCA? Est-ce qu'on pourra les utiliser, etc. Donc ça, c'est des questions à poser et c'est des discussions qu'on doit avoir dans le cadre dans les 12 mois, 18 mois à venir auprès des régulateurs. Oui, c'est ça. La question, c'est est-ce que c'est vous qui allez vérifier si les stablecoins sont compatibles ou non? Est-ce qu'il y aura une liste blanche, une liste noire pour savoir avec qui vous pouvez travailler ou non? Donc il y a des questionnements quand même là-dessus sur qui correspond au texte MiCA derrière. Exactement, il y a beaucoup de points pratiques à voir et comme l'AMF me disait même, ils ont une bonne dizaine ou vingtaine de RTS, de règles, de standards d'opérationnalisation, on va dire, du texte à faire. Donc tout ça à discuter avec eux et c'est l'étape qui nous attend aujourd'hui. Alors, je reviens sur le sujet de lending. Comment ça fonctionne très rapidement du lending sur stablecoin pour comprendre effectivement en quoi la réglementation peut avoir un impact quand même sur une plateforme française qui propose ça? Alors, nous, c'est le service, pour être très clair, c'est de la réception-transmission d'ordre parce que donc, le client nous donne l'ordre de placer et de générer du rendement sur ces cryptoactifs et nous les plaçons sur de la DeFi ou de la CeFi et donc des contreparties selon notre sélection. On a des critères de sélection pour cela. Voilà. Pour très simple. Donc, le rendement distribué aux clients est net des frais et des rémunérations qu'on prend sur la performance qui a été générée. Et donc là, en fait, il y avait une crainte qui était de dire si on ne prend pas en compte cette activité sur un stablecoin, elle peut être exclue de la réglementation et donc ça pourrait ou rester flou, voire être complètement, pas forcément interdit, mais juste hors champ et donc de fait... flou, hors champ, donc pas de sécurité juridique pour nous et pour les clients. Et aussi, si c'est flou, ça peut aussi annihiler l'apport de liquidité sur le marché. Parce que c'est surtout ça, en fait, ça apporte de la liquidité sur le marché, du coup du financement. Donc c'est comme si vous dites, on autorise le marché, mais on n'accorde pas son financement. Oui, bien sûr. C'était là l'ambivalence. C'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions sur MiCA, mais il y a quand même un message qui est assez clair de la part du secteur, c'est il nous faut un texte sur lequel on est tous d'accord, ou en tout cas on sait qui nous sert de base pour savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et qu'on soit tous au même niveau, entre guillemets. Leur tourne, il y a un autre texte dont j'aimerais beaucoup parler, c'est TFR. Alors là, c'est la réglementation Transfer Fund Regulation, où là, pour le coup, l'idée, c'est de lutter contre toutes les activités illégales un peu qu'on peut
retrouvés en matière de transfert de fonds ou autre. Ça a été une attaque sur les crypto-monnaies pendant très longtemps, ça l'est encore aujourd'hui. Donc il y a cette réglementation TFR qui arrive. Est-ce que là, ça va changer beaucoup de choses pour les plateformes? Parce qu'on a entendu beaucoup de choses et notamment, l'idée c'est quand même de faire en sorte que ce soit les plateformes enregistrées PSAN européennes qui prennent en charge la vérification des différents émetteurs et des bénéficiaires en tout cas l'identité. Voilà. C'est ça l'idée. Et c'est ce que, en fait, d'abord pour être simple, le TFR c'est un texte qui existe déjà, mais qui est réformé pour intégrer les cryptos. D'accord. Donc c'est un peu dans l'aspect de lutte anti-blanchiment d'argent cette fois-ci, et surtout la traçabilité des transactions. Bien sûr. Et c'est ce qu'on disait justement aux interlocuteurs, c'est que oui, c'est la traçabilité, le cœur du business, donc, enfin le cœur de ce texte, mais la crypto. Et par définition, enfin, c'est dans son essence, la traçabilité est dans son cœur. Donc, à notre sens, ce qu'on leur dit, que vous concentrez sur un raisonnement fiat et identifier l'un des parts et d'autres de la transaction. Toutefois, ce qui m'intéresse moi, c'est connaître mon client, identification, vérification et tout ce qui va avec. Mais le wallet que le client me donne, la technologie ne fait pas de différence entre hosted ou unhosted wallet. Ce nouveau concept introduit tardivement d'ailleurs dans TFR et qui est une illogique intellectuelle et technique. Alors, hosted wallet et unhosted wallet, la différence c'est quoi? C'est hosted, c'est parce qu'il y a une plateforme qui le propose, et unhosted, c'est je le détiens en propre et je ne le fais pas passer je ne passe pas par une plateforme. Votre MetaMask notamment. Oui, voilà, d'accord, oui c'est ça, c'est que je me suis créé moi-même ou que j'ai acheté moi-même, mais je ne passe pas par une plateforme qui gère mes cryptos. Et là, il n'y a pas de KYC, bien évidemment, parce que vous faut le créer en ligne, voilà. Toutefois, c'est pas un risque supplémentaire parce que votre wallet est traçable. Contrairement à un portefeuille de fiat, vous rentrez l'argent en banque, c'est fini. Alors que là, vous faites une transaction, on trace tout, donc ad vitam aeternam. Donc en fait, le sujet, c'est qu'on trace tout, mais on n'a pas forcément l'identité. C'est-à-dire qu'on a le pseudonyme, on n'a pas l'identité de la personne. Mais on n'en a pas besoin, nous, à notre niveau. C'est ce que j'ai expliqué. En tant que prestataire de services sur l'actif numérique, je connais mon client, je connais le risque associé au wallet que le client me fournit, et ça suffit largement. Et alors comment on connaît le risque si on ne connaît pas l'identité? On a un outil d'analyse transactionnelle qui nous est imposé par le régulateur, qu'on l'utilise, et qui permet d'associer le risque sur les transactions. Donc lui, il donne une sorte de tableau de bord qui nous donne les indications, les red flags éventuellement. Et sachant par exemple, si ça a transité vers certains pays, ou s'il y a des montants réguliers qui proviennent de certains wallets émetteurs. qui sont red flaggés, s'il a fait des transactions sur certains wallets qui sont red flaggés, ou sur des sites qui ont été identifiés et red flaggés, ça permet aux investigateurs, donc de l'État, de faire le travail largement, suffisamment. Il y a beaucoup de jurisprudence en la matière et c'est tout ce qu'on disait. Donc aujourd'hui, on peut retrouver l'identité la justice peut derrière retrouver l'identité d'une personne à partir d'un wallet, même si vous n'avez pas cette identité-là. Oui, parce que nous on l'a pas, mais peut-être qu'un autre acteur l'a. Donc ils ont le droit de communication, de faire des investigations. Ils ont tout l'arsenal juridique pour le faire. Donc c'est plutôt pas notre rôle. Après, il y a juste un sujet aussi, c'est dire que maintenant ils ont infléchi la première position. Maintenant, ça va être l'approche par les risques. Avant, c'est l'approche systématique, ce qui est une aberration juridique aussi, d'accord ? Bien sûr. Voilà. Donc maintenant, c'est une approche par les risques. Alors, le texte, l'accord politique dit ça, mais maintenant, on attend ce que le texte va dire précisément sur ce qui doit être fait. D'accord, je comprends. Donc vous, si je résume, votre propos, c'est de dire, globalement, on est capable d'identifier si un wallet est risqué ou non, s'il y a des risques de blanchiment d'argent ou autre, mais notre métier, c'est pas d'aller regarder l'identité de la personne et de faire du contrôle d'identité derrière. On exclut le wallet sans savoir quelle est l'activité ou autre, simplement on sait mettre un red flag sur un wallet. On sait mettre un red flag sur le wallet, on sait l'associer à notre client à nous qui nous le donne, mais quelqu'un qui est extérieur à Just Mining, qui n'est pas client de Just Mining, on n'a pas du tout les compétences pour s'assurer que cette identité elle est vraie ou fausse. D'accord, ok, je comprends. C'est malheureusement la fin de cette interview, on pourrait en parler pendant des heures, mais on n'a que 10 minutes pour le faire. Merci beaucoup Rids Ramilo-Harrison. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré une fois encore à la thématique de l'investissement immobilier ou de l'achat immobilier. En tout cas, avec une question toute simple, maintenant ou jamais, une question provocatrice qui traduit le niveau d'inquiétude d'un certain nombre d'investisseurs ou de futurs propriétaires vis-à-vis du niveau de taux, du niveau de prix de l'immobilier dans certaines grandes villes ou des coûts associés, notamment en lien avec les travaux de rénovation
énergétique. Pour cela, nous avons le plaisir d'avoir 2 experts avec nous dans Smart Patrimoine. Nous sommes tout d'abord accompagnés par Arnaud Bayard, notaire associé au sein du groupe Michelet, mais aussi porte-parole, en tout cas un des porte-parole des notaires du Grand Paris. Bonjour Arnaud Bayard. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons également le plaisir d'être accompagnés à distance, cette fois-ci par Arnaud Groussac, fondateur de Patrimoine Store. Bonjour Arnaud Groussac. Bonjour Nicolas. Alors, première question pour vous Arnaud Groussac. La question, je le disais, est provocatrice, maintenant ou jamais en matière d'achat immobilier. Derrière cette question, il y a cette idée d'inquiétude un peu des investisseurs, notamment première des inquiétudes actuelles qui serait peut-être la hausse des taux qui se heurte à un taux d'usure qui n'augmente pas suffisamment et qui viendrait remettre en cause un certain nombre d'achats immobiliers. Et on aurait presque déjà l'impression qu'il est trop tard pour réaliser un certain nombre de transactions. Est-ce que vous voyez, vous, cette inquiétude vis-à-vis de vos clients ou de vos futurs clients, en tout cas des gens avec qui vous échangez ? Alors oui, clairement, c'est l'aboutissement de toutes les normes HCSF qui ont été modifiées depuis maintenant un peu plus d'un an et demi. Et en fait, au-delà du taux d'usure qui est très peu compris par le grand public parce que c'est plutôt une norme technique, la hausse des taux d'intérêt a créé un impact assez psychologique. Et du coup, à inciter les gens à ne pas investir ou à repousser en se disant « Ah ben non, mais par rapport à il y a 6 mois, 1 an, il y a un demi-point de plus ». Bon, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on revient plutôt en termes de taux sur une norme de marché. Donc effectivement, aujourd'hui, le principal blocage des gens qui veulent investir, c'est le taux d'usure qui, lui, est extrêmement problématique. Alors, pour vous donner un petit chiffre, parce que ça date d'hier après-midi, j'ai échangé avec un gros promoteur qui me disait que sur le mois de juin, ils ont eu 50% d'annulation de leur dossier. Ce qui est quand même hallucinant en termes de nombre de dossiers annulés en raison principalement du taux d'usure et ou du durcissement des normes bancaires. Et donc ça ralentit effectivement la demande, on peut la considérer comme une baisse de la demande. Mais par rapport à Arnaud Groussac, des dossiers annulés parce qu'ils ne sont pas passés au niveau des banques ou annulés parce que les gens se sont rétractés pour d'autres raisons, par crainte du contexte économique ? Pour plus des 2 tiers parce qu'ils ne sont pas passés auprès des banques et donc du coup annulation pour non-financement. Et si vous mettez aussi en corrélation les délais assez incompréhensibles aujourd'hui de traitement des banques, pour ma part sur Patrimoine Store, on a pas mal de clients qui sont en attente d'édition des offres depuis presque 1 mois au service de conformité. Et ça ne sort pas parce qu'il y a un tel flou entre les banques, le taux d'usure, le législateur, que même les banques ne savent pas trop sur quel pied danser. Est-ce qu'elles doivent le sortir, attendre, revoir. Enfin, c'est très complexe en ce moment la conjoncture au niveau du crédit. Et ça va faire partie des vrais aménagements pour le mois de septembre s'ils veulent relancer vraiment la demande en immobilier. Et ce qui est très contradictoire aujourd'hui, nous on le voit, c'est qu'on a à la fois cette baisse de la demande et on pourra en parler avec Arnaud, le notaire en plateau, mais on constate aussi une telle baisse de l'offre que finalement aujourd'hui on se rend compte qu'il n'y a pas de baisse de prix à part quelques marchés, peut-être un peu Paris et des grandes villes, mais ce sont plutôt des événements extérieurs qui viennent mettre en doute les investisseurs, comme les plafonnements de loyer, comme les crédits dont on a parlé, et qui créent un peu ce ralentissement de la demande, mais ce n'est pas l'envie d'investir qui a baissé. Les investisseurs sont toujours présents, ont toujours envie d'y aller, mais c'est difficile de leur trouver de l'offre et ensuite d'avoir du crédit. Alors on parlera de l'offre dans un second temps. D'abord je vais rester sur la demande ou en tout cas sur le crédit avec vous également Arnaud Bayard. C'est marrant parce que vous êtes sur des timings un peu différents entre Arnaud Groussac qui est plus sur l'accompagnement dès le début, plus en amont. Vous, vous les rencontrez finalement ces investisseurs au moment où ils signent une promesse de vente et puis au moment où il y a la signature de l'acte définitif ou authentique. Est-ce que vous constatez vous aussi déjà ce que nous disait Arnaud Groussac, c'est que finalement beaucoup de projets n'arrivent pas à terme du fait des difficultés à obtenir un crédit aujourd'hui en lien avec le taux d'usure? Pour l'instant, on ne le voit pas encore beaucoup, mais c'est vrai que ça arrive de plus en plus. Je rejoins l'analyse d'Arnaud par rapport aux promoteurs, où effectivement on a l'écho des promoteurs qui signent directement des contrats avec des réservataires, mais des contrats que l'on appelle sous seing privé, donc ça ne passe pas par nous, donc on ne voit pas forcément ces contrats. Mais on a un peu le même écho où ça devient, dans certains secteurs, de plus en plus compliqué pour les acquéreurs de se financer. D'accord. Et ensuite, pour notre part, il y a assez peu de refus de dossiers de prêt des acquéreurs, mais on rencontre également la même inertie des banques, où effectivement, on voit que c'est de plus en plus compliqué
de passer toutes les strates bien sûr, et d'obtenir le crédit. Sachant que quand vous signez aujourd'hui ou quand vous êtes présent à la signature, parce que c'est pas vous qui signez, quand vous accompagnez et que vous êtes présent à la signature d'une signature définitive d'un achat de maison ou d'appartement aujourd'hui en juillet, c'est que la démarche a été commencée il y a minimum 3 mois. Donc en fait, c'est peut-être plus, enfin, on va peut-être voir avec un effet décalé sur août, septembre ou octobre ces projets potentiellement remis en cause. Oui, tout à fait. Il y a toujours un décalage, effectivement, puisque, comme vous le disiez justement, l'acte authentique est signé 2 à 3 mois après la promesse de vente. Bien sûr, oui. Donc ce décalage-là, on le verra surtout à la rentrée. Donc la rentrée est traditionnellement assez calme. Et cette année, on verra comment justement ça repart, comment le marché repart en septembre. Et alors justement, toujours sur le sujet de la demande avant d'aller sur l'offre, est-ce que vous voyez par exemple sur les mois de juin, juillet, un peu moins de dossiers qu'avant sur des sujets d'achat immobilier? Alors vous êtes plutôt donc, sur la région du Grand Paris, mais oui, c'est ça, est-ce que vous voyez un peu moins de dossiers qu'avant, un peu plus de conditions suspensives par exemple, liées à un prêt parce qu'il y a cette inquiétude-là ou Alors, en termes de demande, je pense qu'on peut dire qu'il y a toujours autant de demandes, même si effectivement c'est un peu plus attentiste. En fait, on se jette moins sur la première offre venue. Donc il y a plus d'analyse du dossier d'acquisition. Et effectivement, entre l'augmentation des taux d'intérêt et les travaux liés à la rénovation énergétique, ah oui, l'analyse, elle est là aussi. Les gens sont plus regardants et s'il y a beaucoup de travaux à faire, c'est sûr que ça va retarder potentiellement la décision d'investissement, ou en tout cas, on va plutôt chercher à négocier de plus en plus le prix avec les vendeurs. Mais je rejoins à nouveau l'analyse d'Arnaud sur le fait que globalement, pour l'instant en tout cas, on ne peut pas dire que les personnes se détournent complètement de l'investissement immobilier. Ils sont toujours demandeurs, mais ils sont plus regardants dans le marché actuel. Et alors, avant de revenir sur le sujet de l'offre avec Arnaud Groussac, je vais vous poser la question à vous sur l'offre. Est-ce que vous constatez un manque d'offres? Parce qu'on a du mal à comprendre, en fait, parce qu'on voit des promoteurs immobiliers nous dire que les immeubles sortent plus de terre. Donc là, effectivement, mécaniquement, l'offre se réduit. Mais d'un autre côté, on voit qu'avec les nouvelles normes énergétiques, les réglementations vis-à-vis des passoires énergétiques, on voit également beaucoup d'appartements ou de maisons avec des lettres F ou G mis sur le marché. Donc là, on a l'impression qu'il y a un surplus d'offres en matière de passoires thermiques, mais une réduction peut-être d'offres en lien avec les nouvelles normes, c'est ça? Alors, effectivement, sur la partie promotion immobilière, ça, on le voit, on a les échos des promoteurs. Et de toute façon, on se rend compte, puisque nous, on suit généralement la promesse d'acquisition du foncier. Donc, on voit bien que les permis sont difficilement obtenus, et ce qui, à terme, réduit l'offre de logements neufs. Bien sûr. Donc, ça, c'est certain. Et sur la partie dans l'ancien, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, il y a quand même plus de mise sur le marché d'offres de ce qu'on appellerait les passoires thermiques. Sûr, ceci dit, ça a toujours existé. Simplement, aujourd'hui, on fait très attention au sujet. Il y a encore un an, la moitié des dossiers avaient des DPE vierges et tout le monde s'en fichait. Donc on est plus regardant sur le sujet aujourd'hui, mais concrètement, ça a toujours existé. Et donc, en tout cas, sur ce sujet d'offres, ce que l'on entend dire, et pour l'instant, nous, il y a toujours un décalage, encore une fois, au moment où les dossiers arrivent chez nous. Il y a peut-être plus de dossiers qui, avant, étaient, par exemple, à la location, où les propriétaires se disent, aujourd'hui, il est peut-être temps de vendre. D'accord. Parce qu'il y a aussi ce phénomène... Parce que je ne pourrai plus le louer après. Parce que je ne pourrai plus le louer en 2025 si c'est classé G. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus indexer et augmenter les loyers sur ces passoires thermiques dès cet été, donc potentiellement ça va amener certains bailleurs de logements à mettre sur le marché de la vente leur appartement. Arnaud Groussac, sur ce sujet de l'offre, alors on a bien compris qu'en matière de promotion immobilière, effectivement, il y a moins d'offres puisque les immeubles ont beaucoup de mal à sortir de terre. Mais est-ce qu'en absolu, notamment dans l'ancien, il y a moins d'offres alors que justement, on sent quand même une volonté d'un certain nombre de propriétaires de se débarrasser des passoires thermiques, quitte à les vendre moins cher que le marché? Alors oui, il faut différencier plusieurs choses. Donc la promotion immobilière, on en a parlé, c'est la résultante de 5 ans maintenant de non-politique du logement et qui fait qu'on arrive à un élastique absolument tendu qui est dramatique, où des primo-accédants ne peuvent pas se loger. Donc ça, c'est absolument dramatique, ça va faire partie. Il faudrait que le nouveau ministre prenne en compte ça pour vraiment faire un plan de relance pour le logement neuf. Pour compléter ce que vous avez dit en plateau, il y a une chose qui est importante. Il faut situer que le marché 2022, il fait suite à une année 2021 exceptionnelle en nombre de transactions. Ces transactions de 2021, elles ont été faites pour des gens qui ont voulu
soit changer de cadre de vie, soit acheter une résidence secondaire qui est presque finalement une résidence principale bis pour le télétravail ou qui ont voulu se mettre au vert, retrouver des valeurs suite au Covid. Ça, c'est important de mettre en compte parce que aujourd'hui, sur le marché, on voit des classes d'actifs qui baissent. Si vous prenez les maisons aujourd'hui, il y a de moins en moins d'offres sur les maisons pour deux raisons. Celle que je viens d'évoquer pour 2021, mais aussi les modifications du PLU avec la baisse du nombre de terrains constructibles qui fait que par rapport à 2021, il y a moins de possibilités de construction. Pour revenir au passoire thermique, c'est là aussi une offre qui est vraiment en trompe-l'œil et nous on le voit sur nos clients aujourd'hui. À part des clients investisseurs aguerris, il faut dire que c'est une classe d'actifs qui est boudée aujourd'hui par les acquéreurs, notamment par les primo-accédants. Pourquoi? Parce que les travaux font peur et surtout, ces biens-là sont pleinement touchés par l'inflation. Pourquoi? Parce que même si vous achetez votre bien immobilier qui est moins cher parce que décoté, parce que passoire thermique, le montant des travaux, lui, par rapport à il y a 1 an et demi, a considérablement augmenté. Et donc, les acquéreurs prennent de plein fouet cette inflation. Donc, hormis l'investisseur, nous on le voit, on a des clients qui se positionnent sur des lots qu'on accompagne ou même où on déploie les travaux, mais parce que c'est une vraie logique investisseur. C'est de se dire, j'ai un tel coût à faire que même si je paye mes travaux plus cher, sur 20 ans, c'est pas grave. Un primo-accédant, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, effectivement, on a de l'offre, mais sur des marchés qui ne répondent pas aujourd'hui aux nouvelles aspirations, soit des primo-accédants, soit des investisseurs, parce que trop compliqué à mettre en place. Et c'est vraiment aujourd'hui ce décalage, et finalement l'offre n'est plus en adéquation avec la demande, et en tout cas c'est ce que nous on voit. Donc une offre qui n'est plus en adéquation avec la demande, mais une offre qui reste suffisamment présente face à la demande pour ne pas faire baisser les prix, hein, c'est ce que vous nous dites. Exactement. En fait, aujourd'hui, si on met en corrélation la demande et l'offre, on assiste, et clairement c'est un secret pour personne, et principalement depuis la guerre en Ukraine, il y a eu une baisse de la demande. Malgré tout, ça va être une année qui va être raisonnable, un peu moins que 2021, mais qui va être une année cohérente. Donc il y a une baisse de la demande, mais qui est corrélée à une baisse de l'offre plus importante. Et c'est pour ça que dans la baisse de l'offre, je mets aussi des actifs qui ne correspondent plus aux attentes ou qui sont trop impactés par l'inflation ou par les travaux. Arnaud Bayard, rapidement sur le sujet des niveaux de prix, vous constatez, vous, que ces niveaux de prix restent élevés malgré un peu ce qu'on peut raconter sur le contexte immobilier aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors moi, pour le marché que je connais le mieux, de l'Île-de-France, il y a toujours une augmentation des prix, mais c'est vrai que les prix sont trustés par les ventes de maisons individuelles. D'accord. Ouais. Là où dans Paris intramuros, les prix se stabilisent, voire baissent. Au premier trimestre, on est à une baisse à peu près d'1,2%. D'accord. Ouais, c'est quand même conséquent, 1,2%. Donc il y a le marché stagne un peu dans Paris intramuros. D'accord. Donc en fait, on voit effectivement tout ce qui permet de donner un accès à l'extérieur, prendre de la valeur. Et là, effectivement, le marché dans Paris stagne, qui était quand même le marché le plus élevé en matière de prix. Oui, parce qu'on est à 10 500 € du mètre. Donc forcément, il y avait un petit peu de marge par rapport à d'autres marchés de région. Il y a un peu d'avance. Merci beaucoup Arnaud Bayard, notaire associé au sein du groupe Michelet, mais aussi un des porte-parole des notaires du Grand Paris. Merci également Arnaud Groussac, fondateur de Patrimoine Store, d'avoir été avec nous en duplex. Merci Nicolas. Merci à vous. À vous deux, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart.